Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Mais tout d'abord, les titres. Au Togo, c'est un rapport accablant, celui de la Cour des comptes sur la gestion des 108 milliards de francs CFA consacrés à la riposte contre le Covid-19. Certains paiements auraient porté sur des dépenses n'ayant pas de lien direct avec la pandémie. Le gouvernement rejette ces allégations. Après des semaines de spéculation, le président Cyril Ramaphosa a finalement décrété un état de catastrophe nationale en Afrique du Sud. Il est question d'endiguer la grave crise d'électricité qui plombe le pays. Également au menu de ce journal, la culture, un parfait mélange de cinéma, d'art et de musique. Roger Moutou viendra notamment nous parler de Rihanna qui signe son grand retour sur scène au Super Bowl prévu ce dimanche. Au Togo, c'est donc la consternation depuis la publication il y a quelques jours d'un rapport d'audit sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité dédié au Covid-19. Le document produit par la Cour des comptes et commandité par le gouvernement relève d'importantes irrégularités et anomalies de gestion. Le sujet fait réagir au sein de l'opinion publique et de la société civile togolaise. Nous aurions dû avoir Amen Assignon dans ce journal. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, dirigés par des militaires, ont convenu jeudi de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions prises à la fois par la CEDEAO et l'Union africaine. C'est du moins ce qu'indique une déclaration commune rédigée à l'issue d'une rencontre de leurs ministres des Affaires étrangères à Ouagadougou. Les trois pays avaient été suspendus de ces deux organisations après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Le Mali et la Guinée avaient en outre été soumis à d'autres sanctions, en partie levées depuis. La rencontre de Ouagadougou est intervenue 2 jours après la visite mardi au Mali du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a promis son aide à la région sahélo-saharienne et même aux pays riverains du golfe de Guinée. Pour une analyse de cette rencontre, retrouvons le docteur Juste Kodjo, enseignant d'université dans le New Jersey, ici aux États-Unis. Docteur Kodjo, bonsoir. Bonsoir John, merci de me recevoir. Et quelle réflexion vous inspire cette rencontre tenue hier à Ouagadougou, donc, entre les ministres des Affaires étrangères du Mali, de Guinée et du Burkina Faso? Alors, je crois qu'il s'agit là d'une tentative de recherche de solutions visant à s'adapter à un contexte géopolitique en pleine évolution et dont l'issue reste incertaine. Je pense notamment à cette rivalité entre certaines puissances, aussi bien au plan international que régional, mais aussi sous-régional, en Afrique de l'Ouest en particulier. Donc ces pays sont aujourd'hui confrontés à ces difficultés, sont à la recherche de solutions et je crois essayent de voir dans quelle mesure ils pourraient se mettre ensemble justement pour confronter ce nouveau contexte, comme j'ai dit, qui est évolutif et qui reste très incertain. Alors, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée souhaitent justement une levée des mesures de suspension et autres restrictions prises à la fois par la CEDEAO et l'Union africaine. Quelles sont les chances que cet appel soit entendu? Alors, je ne suis pas sûr que cet appel sera entendu. Toutefois, je dois dire qu'il serait sage de la part de la CEDEAO et de l'Union africaine et de toute la communauté internationale en fait, de prendre cet appel au sérieux. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un contexte nouveau, un contexte qui est en train d'évoluer et dont personne ne connaît l'issue. Donc, on ne peut pas continuer de s'accrocher à des outils qui ont montré leurs limites et qui n'ont pas réussi, en fait, à dissuader ce que nous avons vu en Guinée et au Burkina. Les sanctions contre le Mali
n'ont pas empêché les coups de la Guinée, les sanctions contre la Guinée n'ont pas empêché les coups du Burkina Faso. Donc, il est temps que la communauté internationale prenne en compte cette nouvelle réalité et s'adapte aussi. Parce que aussi bien les autres pays, ces trois pays s'adaptent, il est important aussi que la communauté internationale s'adapte dans ces solutions. Et à mon avis, continuer à maintenir ces sanctions-là ferait seulement plus de mal aux populations et pas nécessairement, n'aiderait pas nécessairement à résorber la solution, la crise qui est Tout en à cours fait. dans ces sociétés-là. Alors, la rencontre de Ouagadougou est intervenue après la visite de Sergueï Lavrov au Mali, où il a parlé d'aide, notamment dans le domaine de la sécurité. Les Occidentaux accusent le Mali d'utiliser des mercenaires du groupe russe Wagner, ce que Bamako dément, disant plutôt utiliser des instructeurs. Y a-t-il, selon vous, un lien entre ce besoin de sécurité dans le Sahel, l'aide proposée par la Russie et l'utilisation ou non de Wagner? Absolument. Le lien, à mon avis, il est direct. Parce que le contexte que vivent ces trois pays actuellement, c'est un contexte extrêmement, disons, instable. Ces sociétés sont en fait menacées. C'est la survie de toutes ces sociétés qui est en jeu. Et donc, lorsque la communauté internationale donne l'impression d'utiliser des outils ou de s'accrocher à des méthodes qui n'aident pas à résorber la situation, vous verrez, il est tout à fait normal que ces sociétés-là recherchent des alternatives. J'ai l'habitude de dire aux gens, n'oubliez pas que le président américain Roosevelt et le président britannique Churchill et bien d'autres en Occident se sont alliés au dictateur Staline pour lutter contre Hitler, avant de se retourner contre Staline après la guerre. Donc, quand les pays, quand les sociétés sont à des moments critiques, à des moments de survie, alors il est parfois nécessaire de rechercher des solutions alternatives qui puissent ne pas en fait plaire à tout le monde. Voilà. Si nous comprenons cela, il est important d'accompagner ces sociétés à rechercher des solutions qui puissent véritablement, disons, régler le problème qui est au cœur de cette situation, notamment l'insécurité et la malgouvernance. Docteur Juste Kodjo, enseignant donc, dans l'État américain du New Jersey, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. On évoquait tantôt la sécurité et Wagner. En Centrafrique, de violents combats ont été signalés le mois dernier près de la frontière soudanaise entre rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement et l'armée appuyée par le groupe russe Wagner, présent dans le pays depuis 2018. Pour le consultant senior Daniel Boussel de l'International Crisis Group, ces affrontements démontrent un regain d'actualité ou plutôt d'activité des groupes rebelles, mais aussi une bataille pour le contrôle des ressources minières de la Centrafrique. Abdourahmane Dia l'a joint à Marseille, en France. On écoute. Alors, il est très difficile d'obtenir un bilan humain donc, de ces combats qui sont déroulés fin janvier, puisque la Vakaga est une zone extrêmement reculée où il est difficile de collecter des informations. Effectivement, Wagner aurait subi des pertes là-bas, mais ces pertes ne seraient peut-être pas aussi importantes que ce que la CPC annonce. Il faut prendre avec des pincettes, effectivement, les déclarations de la CPC, puisqu'elle est partie au conflit et que l'information fait partie de la guerre informationnelle, fait partie de ces affrontements. Alors Charles, vous dites que ces combats se sont déroulés vers la frontière soudanaise. Qu'est-ce que cela traduit dans l'évolution du conflit en Centrafrique entre ces groupes armés et le gouvernement et les troupes gouvernementales appuyées par Wagner? Eh bien, d'abord, il faut voir qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de 10 ans depuis le dernier putsch militaire commis par des rebelles en Centrafrique, et on peut craindre que ces combats augurent d'une nouvelle tentative de déstabilisation en Centrafrique. On voit une augmentation forte de l'activité rebelle centrafricaine donc dans le pays, et peut-être
La nouveauté, c'est cette imbrication interrégionale entre le Soudan, le Tchad et la Centrafrique, avec des tensions dans chaque pays qui s'exportent dans les autres pays. Il faut rappeler donc qu'on a au Soudan donc ces deux factions, l'une pro-occidentale, l'autre pro-russe. Nous avons la Centrafrique qui est donc un allié de la Russie et le Tchad un allié de la France, et on peut craindre donc que les tensions entre la Russie et l'Occident s'exportent dans ces trois pays. Inflation galopante, chômage élevé et dépréciation de la monnaie, ce sont là des sujets au cœur de la campagne pour les élections présidentielles et parlementaires au Nigeria. Les scrutins sont prévus à la fin du mois, le 25 février, mais les électeurs sont très en colère. Davantage avec Yacouba Ouedraogo. Dans une banque d'Abuja, les esprits s'échauffent. Certains ont attendu pendant des heures pour retirer très peu d'argent, d'autres rien du tout. Je suis resté ici pendant plus de 3 à 4 heures et je n'ai pas pu retirer mon argent, donc je ne suis pas content. C'est une chose très douloureuse pour moi et ce n'est pas le Nigeria que je connais. À l'approche des élections présidentielles et parlementaires, l'économie est en proie à une inflation galopante, un chômage généralisé et une grave pénurie de devises étrangères. La décision de la Banque centrale de remplacer les anciens billets de banque a suscité la controverse car il n'y a pas assez de nouveaux billets en circulation. Dans mon propre pays, je ne peux même pas retirer 1000 naira. Et c'est maintenant qu'ils me le disent. Je suis devant ma banque et ils ont dit que c'est seulement 1000 naira qu'ils peuvent me donner. Cela représente moins de $3. Il n'y a pas que l'argent liquide qui se fait rare. Des disputes éclatent aussi dans les stations-service. À Lagos, cette station est l'une des rares à avoir encore de l'essence dans les environs, alors que les pénuries de carburant sont récurrentes. Les gens souffrent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, mais par la grâce de Dieu, nous allons survivre. Lorsqu'il a pris fonction en 2015, le président Muhammadu Buhari a promis de relancer l'économie et d'améliorer les moyens de subsistance. Il a introduit des politiques protectionnistes, notamment des interdictions d'importation de riz. Cette mesure a stimulé la production locale jusqu'à ce que l'insécurité croissante empêche les agriculteurs de planter. Le coût des engrais et du diesel étant élevé, le prix d'un sac de riz de 50 kg a augmenté de près de 90% l'année dernière pour atteindre près de $120. Trop, d'aucuns ont décidé de quitter le pays. On nous a signalé que des milliers de médecins se sont déplacés vers d'autres pays. Nous constatons maintenant que même les enseignants vont probablement aussi rejoindre le train de ceux qui émigrent, et c'est simplement parce que la situation économique n'a pas tenu les promesses que le gouvernement a faites dans le passé. La situation a été exacerbée par la crise sanitaire mondiale, la guerre en Ukraine, la chute des prix du pétrole brut et les fortes inondations de l'année dernière. Et on en vient à cette actualité à l'Afrique du Sud. Lors de son discours annuel sur l'état du pays, Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe naturelle en raison de la profonde crise de l'électricité qui mine le quotidien et plombe l'économie de la première puissance industrielle du continent. Des membres de l'opposition ont tenté d'envahir la scène, mais ont dû quitter la salle en début de cérémonie. Les détails avec Ginny Niwa. Depuis des mois, 60 millions de Sud-Africains sont obligés de cuisiner, laver leur linge et recharger leur téléphone à certaines heures de la journée seulement. Certains jours, ces délestages durent jusqu'à près de 12 heures. Le délestage signifie que les ménages et nos supermarchés et magasins sont incapables de conserver des aliments frais, que l'approvisionnement en eau est souvent perturbé, que les feux de circulation ne fonctionnent pas, que les rues ne sont pas éclairées la nuit. La pénurie d'électricité s'annonçait depuis des années en raison de retards dans la construction de nouvelles centrales électriques au charbon, du sabotage criminel et de la corruption. Jeudi soir au Cap, dans une ambiance tendue, devant plusieurs centaines de députés, juges, anciens présidents et invités, le président sud-africain a décrété l'état de catastrophe qui permettra de répondre à la crise, notamment en autorisant des procédures d'approvisionnement d'urgence avec moins de retard bureaucratique et moins de contrôle. Qu'est-ce qu'un état de catastrophe nous permettrait de faire ?
Il nous permettra de fournir des mesures concrètes que nous devons prendre pour soutenir les entreprises, par exemple la production alimentaire, le stockage, les chaînes d'approvisionnement du commerce du bétail, y compris pour le déploiement des générateurs et panneaux solaires et une alimentation électrique ininterrompue. En début de cérémonie, des membres du Parti radical de gauche combattant pour la liberté économique ont tenté d'interrompre la séance, mais ont été expulsés. Les Sud-Africains veulent de l'action. Ils veulent des solutions et ils veulent que le gouvernement travaille avec eux. Ils veulent simplement savoir quand un problème tel que le délestage sera résolu. Nous nous concentrons donc sur les actions qui feront une différence significative maintenant et qui permettront de réels progrès au cours de l'année prochaine. Embourbé dans un scandale de blanchiment d'argent, M. Ramaphosa a échappé à une procédure de destitution en décembre, soutenue par l'ANC. Une enquête de police est toujours en cours. Le bilan des violents séismes survenus lundi dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie dépasse désormais les 22 000 morts. Dans le même temps, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Plusieurs personnes ont cependant été retrouvées vivantes ce vendredi dans les décombres d'immeubles s'étant effondrés en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a admis que la réponse des équipes de recherche et de sauvetage n'a pas été aussi rapide que le gouvernement le souhaitait, précisant que le nombre de morts dans le pays avait grimpé à près de 19 000. En Syrie, où le nombre de décès a dépassé les 3 300, le président Bachar al-Assad a effectué son premier déplacement dans les zones touchées depuis le séisme, visitant un hôpital à Alep, selon les médias d'État. La Russie, elle, a mené vendredi une attaque massive avec des dizaines de missiles contre des sites énergétiques en Ukraine, selon Kiev, qui affirme que 2 projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et donc de l'OTAN, ce que ce pays dément. Aucun missile n'est entré dans l'espace aérien roumain, a déclaré le ministère roumain de la Défense, après que le chef de l'armée ukrainienne a affirmé que 2 projectiles avaient survolé la Roumanie, membre de l'OTAN, ainsi que la Moldavie. Cette nouvelle salve de missiles russes contre l'Ukraine intervient après une tournée européenne du président Volodymyr Zelensky qui, à Londres, Paris et Bruxelles, a exhorté ses alliés à fournir des missiles de longue portée et des avions de chasse. Le président brésilien Lula da Silva est en visite ce vendredi ici à Washington où il rencontre son homologue américain Joe Biden. Ils entendent mettre en avant un engagement partagé des États-Unis et du Brésil pour la démocratie et l'environnement. D'après un haut responsable de la Maison-Blanche, les 2 dirigeants disent vouloir promouvoir et renforcer la démocratie. Ils veulent par ailleurs avancer sur un sujet que l'ancien président bloquait, à savoir la défense de l'environnement. Dans le bureau ovale, il sera donc question du Fonds pour l'Amazonie, un mécanisme financier multilatéral créé en 2008 et géré par le Brésil pour soutenir la lutte contre la déforestation. Lula a relancé ce fonds que son prédécesseur avait gelé. La déforestation en Amazonie a progressé de 60% de 2019 à 2022 lors du mandat de Bolsonaro. Donc. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, il sera question de culture, un parfait mélange de cinéma, d'art et de musique. Roger Moutou qui viendra nous parler aussi de Rihanna qui va signer son grand retour sur scène au Super Bowl. Abdurrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le discours annuel du président américain au Capitole sur l'état de l'Union. Un rendez-vous du chef de l'exécutif très attendu avec les parlementaires dans un congrès divisé.
C'est une allocution durant laquelle Joe Biden s'adressera aux Américains sur les grandes questions de l'heure, comme l'inflation, l'immigration, les tensions avec la Chine et la guerre en Ukraine, alors qu'il n'a toujours pas dit s'il va se représenter en 2024 ou pas. Qu'attendre du discours de Joe Biden au Capitole? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Après une longue atomie, la région ouest africaine voit sa production audiovisuelle exploser, portée par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, l'industrie cinématographique sénégalaise connaît une évolution notoire. Entre les séries qui s'exportent et les producteurs extérieurs qui s'intéressent au savoir-faire local, le Sénégal commence à exposer son potentiel. Voyons cela dans ce récit de Nanit Talani. Au bout d'une route, au milieu des baobabs, une école dans le centre du Sénégal. Silence, action. La caméra pivote lentement, se fixe sur l'acteur principal. L'équipe de tournage retient son souffle. Coupé! Assistant, technicien, acteur, tout le monde souffle. C'est le dernier jour du tournage. La fatigue se lit sur les visages et la pause déjeuner est bienvenue. La sortie est prévue dans quelques mois sur Netflix. Dans une salle exiguë d'une clinique de Dakar, un autre groupe, bien plus petit mais motivé, s'active pour boucler le prochain épisode de la série Karma, diffusée localement sur la chaîne TFM. Tout cela montre le potentiel cinématographique dont regorge le pays de la Teranga. Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Moi, à mon avis, à mon niveau, je trouve que les films permettent de plus propulser en fait. Au-delà des séries, l'Afrique francophone, contrairement au Nigeria, première puissance cinématographique continentale, produit très peu de téléfilms et assez peu de longs métrages. Mais la production de comédies populaires pourrait s'accélérer avec la réapparition d'un réseau de salles de cinéma comme à Dakar et Abidjan. Il y a effectivement une effervescence. On n'a jamais eu autant de séries, mais oui, c'est en train d'évoluer. Franchement, c'est en train d'évoluer. Je pense que d'ici quelques temps, ça ira encore plus loin parce que tout le monde commence à se centrer un peu, à se retourner vers l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viendront et qu'il y aura à faire. Les opportunités, il y en aura. Mais les artistes sénégalais, comme la plupart des artistes africains d'ailleurs, se plaignent du fait de ne pas vivre de leur art. Non, je ne pense pas que les acteurs puissent vivre de leur art, en tout cas ici au Sénégal. Après moi, je parle de ce que moi j'ai vu, de ce que je connaisse en fait. Peut-être que pour d'autres c'est différent, mais pour certains, s'ils n'ont pas quelque chose à côté, s'ils n'ont pas leur petit business à côté pour arrondir les fins de mois, ils ne s'en sortent pas. Le cinéma, autrefois très populaire, a connu un déclin spectaculaire dans les années 2000, marqué par la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Mais une nouvelle génération émerge aujourd'hui. L'école Kotradjmé a ouvert ses portes à Dakar en 2022 pour former au métier de scénariste et réalisateur et répondre à la demande du secteur. Les élèves de la première promotion terminent leur cursus, confiants dans l'avenir. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Montou. Roger Montou, si vous ne le savez pas, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est également l'anniversaire de Blanche. Exactement. Joyeux anniversaire à vous. Merci, John. Merci. Alors, beaucoup. on va parler cette fois-ci de Rihanna qui est prête à signer son grand retour sur scène et ça sera au Super Bowl. Oui, John, une grande nouvelle. 4 ans après avoir refusé de se produire lors du Super Bowl, la grand-messe du football américain, en signe de protestation contre le traitement des questions raciales par ses organisateurs, Rihanna y donnera finalement de la voix dimanche afin de représenter les femmes noires, dit-elle. La chanteuse, aux 9 Grammy, l'équivalent des Oscars de la musique aux États-Unis, montera sur scène à la transe du match opposant à l'entracte
du match opposant les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie qui tenteront de gagner cette finale du championnat de Ligue professionnelle de football américain NFL, événement le plus regardé à la télévision chaque année dans le pays. Le Super Bowl est l'une des scènes les plus importantes du monde. Aussi effrayant que cela puisse être, comme je n'ai pas été sur scène depuis 7 ans, il y a quelque chose d'exaltant dans ce défi, a-t-elle expliqué lors d'une présentation aux médias jeudi. Il est important pour moi de faire cela cette année. C'est important pour une question de représentativité. C'est important que mon fils voit cela, a-t-elle ajouté. Le concert de la mi-temps auquel ont déjà participé les plus grandes stars mondiales comme Prince, Bruce Springsteen, les Rolling Stones ou encore Beyoncé est l'un des points d'orgue de l'événement. L'artiste de la Barbade qui a donné naissance à son premier enfant mais n'a en effet pas fait de concert depuis 2016, John. Donc ça sera, comme vous l'avez si bien annoncé, le plus grand retour de Rihanna. Et on suivra tout cela. Mais en attendant, Roger, vous avez reçu, n'est-ce pas, Alice Kumbassa, oui. Pardon, manager de l'artiste guinéen Legros LKM. Exactement, Legros LKM, John Amadou Kumbassa, alias LKM, est né en République de Guinée. Il est auteur, compositeur, interprète et maître chorégraphe. Passionné de football et de danse à son jeune âge, il se consacre entièrement à sa carrière artistique. Il quitte son pays natal pour se rendre à Dakar pour mieux parfaire son art. Il va intégrer en 2010 l'école des Sables à Toubab Diallo. Après 2 ans de formation, LKM obtient en décembre 2012 son titre de maître chorégraphe. Alice Kumbassa et son manager, elle nous parle de la particularité même de cet artiste. Suivant. La particularité, c'est que c'est un artiste en fait qui est très engagé pour la cause culturelle. Il est très attaché en fait sur le traditionnel. Et malgré qu'il a beaucoup voyagé, il a essayé en fait de faire un brassage culturel. C'est que quand vous écoutez Legros, vous écoutez vraiment une authenticité en fait dans la musique qu'il fait. C'est que vous l'écoutez, vous savez tout de suite en fait d'où il vient, les mélodies qu'il emploie. Et il reste très attaché en fait aux racines culturelles guinéennes et africaines. Donc c'est ça un peu qui fait sa spécificité, on dirait. Et aussi que vu que c'est un maître chorégraphe en fait diplômé de l'école des Sables de Toubab Diallo, il a ce génie en fait de nous faire danser et voyager vraiment dans ses chansons en fait. Voilà John, l'intégralité de cet entretien sur notre site voafrique.com, John. À suivre donc, Roger, je ne sais pas pour vous, mais on va parler à présent de la Saint-Valentin, ou plutôt des fleurs que vous pourrez peut-être donc ou ne pas acheter à l'occasion et que vous ne pourrez peut-être pas offrir à votre partenaire. Et pour cause, à l'approche de cette fête des amoureux, les fleuristes colombiens éprouvent des difficultés à répondre à la demande dans un contexte de vieillissement de la main-d'œuvre et de lutte pour recruter du personnel plus jeune. Pas moins de 220 000 personnes sont nécessaires dans la production des fleurs. En 2022, les producteurs colombiens ont exporté 320 000 fleurs, soit une augmentation de 20% par rapport à 2021. Les experts craignent que les fortes pluies n'affectent négativement la production de cette année. N'attendez donc pas la dernière minute pour acheter cette fleur qui vous permettra une fois encore de raviver la flamme d'amour que vous inspire votre bien-aimé. Voilà, Le Monde aujourd'hui. Fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi et à demain ou bon week-end. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar,
et Tchosan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société allant du chômage